Les tablettes d'émeraude de Thoth. Introduction avec CC par Gerald Clark. Chapitre 5. Les tablettes d'émeraude de Thoth. Les tablettes d'émeraude sont organisées en 7 rubriques ou paragraphes. Le mot rubrique est dérivé du mot latin rubeo, ce qui signifie la couleur rouge, probablement, parce que c'est la couleur de l'orichalque qui compose les piliers de l'Atlantide. Cette méthode d'organisation était ainsi désignée en rouge car elle faisait référence à la couleur utilisée pour mettre en évidence la première lettre ou le début d'un paragraphe. La première rubrique nous suggère d'atteindre une conscience plus élevée et d'être ouvert à des vérités plus profondes. La doctrine des correspondances décrit une relation verticale entre la matière et l'esprit, appelée la deuxième rubrique. C'est le portail par lequel les alchimistes du passé prétendent avoir levé le voile pour devenir une alternative des réalités dimensionnelles. Par rapport à l'axe vertical, l'axe horizontal décrit la relation entre la matière et la matière. Objet, un peu comme des boules de billard sans esprit. La troisième rubrique concerne la nature de la chose unique entre guillemets, impliquant la première matière. Ou force de vie universelle. Les deux premières phrases de la rubrique décrivent les 4 éléments, feu, eau, air et terre, respectivement. Les corrélations alchimiques avec les 4 éléments sont les suivantes. Calcination, dissolution, séparation et conjonction. La 4e rubrique est la partie la plus mystique de la tablette d'émeraude et semble raconter comment entrer dans le domaine spirituel défini ci-dessus. La fermentation, la distillation et la coagulation sont les dernières opérations alchimiques. La 5e rubrique traite des résultats de la dernière rubrique, dont le résultat est une pure quintessence. Figure 12. Les tablettes d'émeraude de Thoth. Une métaperspective résumée est donnée dans la 5e rubrique. Cela suggère qu'il existe un modèle universel qui conduit à une transformation totale. Une réalité multidimensionnelle simulateur. Ce schéma spécifique serait endémique dans les lois de l'évolution de la matière et de la force directrice vue dans la nature. La dernière rubrique a également identifié l'auteur de la tablette, dis-je, comme étant le plus grand Hermès. Hermès étant le nom donné au dieu grec, également connu sous le nom de a.k.a. le dieu égyptien de la sagesse. Pendant son séjour en Égypte, on attribue à Thoth l'initiation à l'écriture, aux mathématiques et à la musique. Connu sous le nom de Mercure chez les Romains, il aurait été réputé être le plus grand prix entre guillemets, compte tenu du fait qu'il avait vaincu les connaissances obscures sur l'accès aux 3 niveaux de réalité. Le plan physique, le plan mental et le plan spirituel. Cela pourrait aussi être représentatif du nombre d'incarnations qu'il a expérimenté jusqu'à ce jour. Mais selon les détails dans les tablettes, il est immortel
et son âme peut occuper des corps humains à travers les âges. Thoth construisit le complexe de la pyramide de Gizeh environ 10 500 ans avant notre ère, à l'ère du lion. Le sphinx a un corps de lion lié au signe zodiaque et au visage de Nigishida, selon les tablettes d'émeraude. Le déluge mentionné dans la liste des rois sumériens, récit biblique des inondations d'Atrahasis-Noah, s'est produite après que les 9 premiers dirigeants aient servi les Anunnaki comme rois pendant 176 000 ans. Ça nous amène au calendrier de l'un des nombreux événements, grande inondation, discuté par le prêtre égyptien de Saïs, qui a révélé l'histoire de la Grèce à Solon. Après les inondations destructrices, les Égyptiens appelaient Tepi les premières fois entre guillemets. Un groupe occulte de dieux Anunnaki a tenté de restructurer la civilisation pour les survivants, en fournissant les bases de la civilisation, comme on le voit un peu plus tôt dans la culture mésopotamienne. Thoth et les mystères osiriens ont occupé les peuples égyptiens, tandis que Quetzalcoatl, Viracocha et Kukulkan ont régné dans les civilisations avancées dans le Yucatan. Ces survivants et anciens pionniers extraterrestres étaient considérés comme les héros prédiluviens. Les noms tels qu'Enoch, Mathusalem et Noé, mentionnés dans la Genèse, me viennent à l'esprit. Les efforts pour localiser d'anciens mystères enfouis se poursuivent jusqu'à ce jour. Le radar de pénétration au sol a considérablement amélioré les chances de trouver des combustibles fossiles, des réservoirs comme le gaz naturel et le pétrole sous la terre. Cette technologie a également été appliquée à la localisation et à la cartographie de structures souterraines chez les archéologues dans les années récentes. Le système radar SRIA a été utilisé en Égypte vers 1978 pour cartographier un complexe souterrain situé sous les pyramides égyptiennes. Le président égyptien Anwar Sadat a facilité 30 ans de fouilles secrètes en utilisant le système de radar de pénétration au sol. Le docteur Jim Urtak, personnage clé et scientifique, a visionné quelques extraits de films qu'il avait rassemblés à l'aide des données dérivées du radar. Les chambres de la profondeur, entre guillemets, basées sur le projet de Gizeh, a révélé la découverte d'une vaste métropole mégalithique âgée de 15 000 ans, atteignant plusieurs niveaux au-dessous du plateau de Gizeh. Une légendaire ville des dieux, entre guillemets, a été révélée enfouie sous terre, avec des chambres massives et énormes statues. La ville s'étend sur une zone aussi vaste que la vallée du Nil, avec ses voies navigables submergées. 7. La technologie utilisée pour créer la ville est impressionnante, affirmant que la surface de la pyramide de Gizeh et le Sphinx sont des points de référence aériens insignifiants. Compte tenu des résultats récents radars sous la surface en Égypte, il est intéressant de comparer ce que Thoth a dit dans ses écrits sur les structures des tablettes d'émeraude.
Peut-être que le récit qu'il a donné indiquant l'emplacement des Hordes d'Amanti coïncide avec les découvertes souterraines secrètes du Dr. Urtak, présentées en avant-première dans le film Chambers of the Deep, entre guillemets, qui selon lui sera diffusé à la population à la fin du siècle. J'ai lu cette déclaration d'intention future de divulguer une découverte aussi importante. Pourquoi attendre la fin du siècle, Dr. Urtak, pour informer le public? La technologie découverte dans la ville des dieux, entre guillemets, dépasse de loin la machinerie industrielle. Nous, les gens modernes, sommes familiers. Arthur C. Clarke a déclaré que toute technologie dépassant la nôtre nous semblerait magique. Fin de la citation. Les découvertes du Dr. Urtak indiquent des liens avec la civilisation atlante, affirmant sans équivoque, preuve indiquant que toutes les langues, cultures et religions peuvent être accréditées auprès de cette civilisation. Il est fait référence à un langage de lumière, entre guillemets, et discute du scientifique prêtre Enoch, existant dans un cycle de temps précédent. Selon les conclusions du Dr. Urtak, Enoch aurait été associé à la construction de la Grande Pyramide, complexe et établissant une stratégie d'ascension impliquant la génétique et l'interaction de l'énergie lumineuse avec la matière. Enoch est une figure notoire de la Genèse et du canon biblique. En tant que père de Mathusalem et grand-père de Noé, Enoch a été crédité comme étant l'original. Architecte de Sion, une ville qu'il a construite et dédiée à Enlil-Yahweh, en plus d'être crédité en introduisant le langage et le calendrier à l'humanité à Sumer, en Égypte et au Yucatan. Rappelez-vous de la Bible qu'Enoch est emmené dans le ciel par les Anunnaki pour lui apprendre les secrets de la terre et du ciel. En outre, il vit 365 ans selon Genèse 5, 23, après quoi il est emmené à être avec les dieux. Ces discussions dans le Lost Book of Enoch concernant ces leçons de physique éclairantes en l'espace sont épiques. De plus, le récit de naissance de Noé fourni par Enoch dans son livre perdu souligne encore le rôle éternel d'Enoch en informant Lamech et sa famille de la véritable nature de bébé et sa mission par rapport à l'homme. Comme ça convient à un messager, Enoch rapporte des poids et des mesures des dieux au paradis. Aux travailleurs primitifs en tant que geste civilisateur, connu sous le nom de Thoth, seigneur de la magie du temps, entre guillemets, Négésida ou Gizida. Pour les Sumériens, Enoch était censé détenir les clés des secrets de l'immortalité. Thoth promet de revenir à la fin des temps avec les clés des portes du secret, selon les Tamlets d'Émeraude. Ce retour pourrait-il coïncider avec celui de Quetzalcoatl promis au solstice d'hiver 2012? Ce moment de retour est-il quelque peu suspect au vu des plans vus par les Illuminati concernant les tentatives de déployer le nouvel ordre mondial maintenant dans les manchettes et sur Internet? L'année 2012 a été longue, tout comme la frayeur millénaire Y2K sur la mémoire de données numériques. Problème d'allocation et des préoccupations, la date
ne roulerait pas correctement, amenant le numérique périphérique à un état d'erreur. On a crié au loup, mais c'était un non-événement. Était-ce une opération psychologique d'expérimenter les niveaux de peur sociétale? Si, comme je l'ai dit dans mon premier livre, Thoth pouvait s'incarner dans de nombreuses cultures, y compris l'incarnation de Jésus, Yoshua, il est peut-être vu comme une ligne de démarcation pour les travailleurs primitifs. Le but de Thoth, que Thoth avait en tête, était de continuer les enseignements qu'il dirigeait dans le mystère. École en Égypte. Comme indiqué dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, Thoth néguési de Jésus dans la fréquence, dispensant le rituel du Dieu mourant qui s'élève, et leur donnant le pouvoir et énergie comme dispensation de fréquence. Au ganglion nerveux récepteur d'un part situé dans le sacrum humain à la pointe du coccyx, avec la capacité de devenir transformés les fils de Dieu. C'est la première clé de l'ascension, reconnaissant qu'il était véritablement néguési dans Jésus et comment le processus de sortir du simulateur fonctionne. Voyons maintenant les tablettes d'émeraude de Thoth telles qu'elles ont été traduites par le docteur Doréal en 1930.